Bonjour à toutes et à tous. Il y a des femmes dans l'Assemblée, c'est formidable, hein, il y en a de plus en plus. Et puis ça va être une très belle après-midi, parce que j'ai la chance d'avoir à mes côtés Nabil. C'est un copain, c'est quelqu'un avec qui je travaille à Strasbourg depuis longtemps, qui a une expérience remarquable dans la chirurgie vasculaire. On va apprendre plein de choses. Merci d'être là. Et la tradition oblige, on va commencer par le compte-rendu de la session précédente. Et c'est Antoine Vatrelot, qui est notre secrétaire perpétuel adjoint, qui va nous la présenter. Antoine, c'est à toi. Merci, Carole. Mais non, alors, donc, là, vous m'entendez, oui. La séance, donc, je ne suis pas sûr. Si, c'est bon, voilà, merci. Séance du 23 avril 2024, on a assisté à une séance vraiment passionnante qui a balayé les aspects variés de l'obstétrique et plus précisément de la chirurgie obstétricale, modérée par le professeur Rosenberg, qui est le nouveau président du collège, du CNGOF, présidé par Albert-Claude Benamou, puisque notre présidente était retenue au CNU. Alors, la première communication, c'était le professeur Arnaud Fauconnier, qui s'intitulait Hystéroscopie ou aspiration dans les grossesses arrêtées. Il nous a présenté les résultats de l'étude HYPER, qui est un PHRC réalisé sur plus de 500 patientes réparties dans 15 hôpitaux publics. Alors que l'on aurait pu penser que l'hystéroscopie soit plus efficace que l'aspiration, car plus précise, en fait, il n'en est rien. Il s'avère que les résultats sont comparables, que ce soit en termes de fertilité ultérieure ou de réduction des effets indésirables. L'aspiration doit donc rester le traitement de référence dans les rétentions trophoblastiques. Ensuite, nous avons eu le professeur Louis Marcelin qui s'est intéressé aux grossesses chez les patientes présentant une endométriose sévère. C'est une question importante dans la mesure où l'endométriose touche 10% des femmes en âge de procréer. Tout d'abord, il a souligné qu'en général, la grossesse avait un effet favorable, transitoire sur l'endométriose, en particulier sur les douleurs. En ce qui concerne les complications chirurgicales pendant la grossesse, elles sont très rares, mais peuvent être redoutables, comme hémopéritoine, la perforation intestinale, des ruptures utérines, etc. Et surtout, il faut savoir y penser devant un tableau chirurgical. Le retentissement de l'endométriose sur la grossesse a été étudié. Il ne semble pas qu'il y a d'interférence, en particulier, il n'y a pas d'augmentation de la prématurité. Il persiste un doute concernant le problème de l'adénomiose, qui pourrait jouer un rôle, mais cela, pour l'instant, est hypothétique. Enfin, bien qu'il ne faille pas ignorer les complications chirurgicales, cela ne nécessite pas un suivi obstétrical particulier de ces patientes qui doivent être rassurées, c'est surtout ça, rassurées quant au déroulement de leur grossesse. Ensuite, nous avons eu le professeur Tsatsaris Cochin qui nous a présenté un travail sur le placenta accreta. Il a d'abord détaillé les différentes variétés d'accreta à percreta, en précisant qu'il s'agit de façon plus ou moins importante d'une invasion du placenta dans l'endomètre, pouvant aller jusqu'à envahir la séreuse et au-delà dans les formes les plus graves. Le diagnostic est difficile à poser quand il n'y a pas d'antécédents, mais plus facile en cas de césarienne antérieure, qui sont les grands pourvoyeurs de ce type de pathologie. À noter que le placenta percreta se termine par une hystérectomie dans 6% des cas, avec une mortalité non nulle, mortalité maternelle de 4% des cas. Dans une vidéo très didactique, il a montré que la prise en charge de telles situations nécessitait une équipe entraînée avec un thème leader tout à fait identifié, à la tête d'une équipe multidisciplinaire, et que l'information de ces patientes sur ces risques était absolument capitale lorsqu'on dépiste cette pathologie. Ensuite, le professeur Henri Jean-Philippe a abordé la problématique de l'accouchement après mutilation sexuelle. Il a rappelé que 230 millions de femmes dans le monde ont été excisées, ce qui est bien sûr énorme. La situation en Afrique est contrastée avec, par exemple, des pays comme la Gambie qui ont adopté une loi qui interdit ces pratiques, mais en fait, elle n'est pas appliquée, donc on se retrouve pratiquement à la case départ. Il a souligné l'augmentation du taux de césarienne, des hémorragies de la délivrance et de la prématurité en cas d'infibulation, avec dans les suites un grand taux d'incontinence conduisant à une exclusion sociale de toutes ces femmes qui sont incontinentes. En France, plusieurs études ont montré aussi une augmentation des déchirures péridéales, du taux de césarienne et de la prématurité. Il a souligné l'importance de traiter par désinfibulation ces patientes, d'informer et bien sûr de signaler ces cas lorsqu'on a connaissance de cas de mutilation sexuelle. Enfin, le docteur Dobtin a posé la question du nombre de césariennes, trop ou trop peu. Il a décrit une situation tout à fait contrastée avec d'un côté le continent africain où le taux de césarienne est autour de 5%, ce qui est manifestement très insuffisant, et de certains pays comme le Brésil où le taux dépasse 50%, beaucoup trop évidemment. En France, l'équilibre est meilleur avec un taux moyen de 20,2%. Il faut certainement rester vigilant car le taux de césarienne est corrélé au nombre d'ismocèles, de placenta accreta ou percreta. Un taux cible de 15%, alors qu'il est actuellement à plus de 20%, a été défini en France sans véritable justification scientifique. Et donc, il nous a montré le travail du professeur Robson de Dublin qui a classé les différentes indications de césarienne pour mieux cibler les bonnes indications.
Au total, une séance riche qui a bien montré que la chirurgie avait toute sa place dans les différents aspects de l'obstétrique et je vous remercie.